Des archéologues français vont enfin pouvoir explorer la Lune. Après des années de recherche, ils ont fini par la localiser, quelque part au large de Toulon. Plus de 3 siècles après son naufrage, 20 ans après sa découverte par hasard à quelques kilomètres du rivage, l'épave mythique de la Lune, un grand vaisseau de guerre, est sur le point de révéler ses secrets. Pour les historiens, ce navire est l'un des plus rares, mais aussi l'un des plus précieux témoignages de la marine de guerre du XVIIe siècle. Magnifiquement conservé, l'épave de la Lune est un site archéologique de premier ordre. C'est donc une occasion unique de mettre en place un dispositif de fouille impressionnant. Une grande première dans l'histoire de l'exploration sous-marine, car cette aventure rassemble des scaphandriers, des archéologues sous-marins et des ingénieurs spécialisés en simulation 3D. Ensemble, ils vont tenter, grâce à de toutes nouvelles technologies, de percer les mystères de la Lune et de lui redonner vie. C'est une véritable course contre la montre qui va commencer pour les hommes et les femmes de l'opération Lune. Ils n'auront que 5 jours pour explorer l'épave, car le site archéologique se situe au cœur d'une zone militaire sous très haute surveillance. Paul-Henri Narjolet, chef de mission sur le Titanic, et Michel Lourd, le patron du département d'archéologie sous-marine, attendent ce moment depuis plus de 20 ans. En ce matin de septembre 2012, les 2 vieilles connaissances du monde de l'exploration se retrouvent à la préfecture maritime de Toulon pour annoncer à la presse une grande nouvelle. On va vous présenter maintenant, monsieur le directeur du DRASM. Le cœur du sujet s'appelle la Lune. C'est un nom évidemment qui porte d'autant qu'elle se perd sous un roi qui s'est qualifié souvent de soleil. La Lune est un navire royal construit dans les années 1639 à 1642, très probablement à l'arsenal d'Indret près de Nantes. En tout état de cause, ce bateau est aujourd'hui par le fond avec probablement 1 millier d'hommes à bord. C'est un véritable musée sous-marin du XVIIe siècle maritime. Une épave comme celle de la Lune est dans son état initial, c'est-à-dire qu'elle est comme elle était le 6 novembre 1664 lorsqu'elle a touché le fond. Le dernier voyage de la Lune se déroule au mois de novembre 1664, sous le règne du roi Soleil. Ce vaisseau de guerre de 38 mètres de long est de retour d'une campagne militaire désastreuse contre les pirates d'Afrique du Nord. La Lune fait route vers les îles d'Hyères, non loin du port de Toulon. Mais soudain, elle disparaît mystérieusement en quelques minutes, emportant avec elle des centaines d'hommes. Pendant plus de 300 ans, l'histoire de la Lune et de son équipage maudit tombe dans l'oubli. Mais en 1993, Paul-Henri Narjolet réalise des essais avec le sous-marin de l'Ifremer au large de Toulon en vue d'une prochaine mission sur le Titanic. Il détecte alors une présence métallique anormale à 90 mètres de fond. On a entendu avec le sonar un son bien particulier. On s'est dit il y a du métal là, il n'y a pas que de la roche. Donc on s'est dit il faut quand même aller voir. Et là c'est une image absolument fantastique, c'est qu'on a découvert un alignement de canon. Et ça, personne n'avait encore eu cette chance de voir la partie avant, la partie arrière du bateau. Pour des gens qui, comme moi, ont eu l'occasion de passer leur palme sur plusieurs centaines d'épaves dans leur carrière, la Lune reste et restera sans doute un objet quasi unique, un ovni. Pour la communauté scientifique, la Lune est un véritable Graal sous-marin. Et Michel Lourd s'est mis en tête de révéler au grand public les richesses cachées de ce grand navire avant qu'il ne soit trop tard. L'archéologue des profondeurs espère remonter à la surface des dizaines d'objets symboliques, de la vaisselle, des armes, et pourquoi pas l'un de ces magnifiques canons en bronze frappés du lys royal. Mais avant de se lancer dans cette mission exploratoire d'un nouveau genre, l'archéologue français a fait appel à des spécialistes de la plongée profonde.
La Marine nationale peut compter sur les scaphandriers du Cefismer lorsqu'il s'agit d'aller désamorcer des bombes ou des torpilles. Grâce au Newt Suit, un genre de combinaison spatiale adaptée au grand fond, ces hommes sont aussi capables d'intervenir lorsqu'un sous-marin nucléaire est en détresse. Le Newt Suit, sa fonction première, c'est de connecter des manches de ventilation sur un sous-marin qui serait bloqué au fond. Donc là, sur la Lune, la problématique est bien différente puisqu'il n'y a personne à sauver, on n'a rien à connecter a priori, donc on ne va pas travailler de la même façon. Il va falloir prendre beaucoup de précautions au fond parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur un site archéologique. Et puis surtout, si on a des objets un peu fragiles à remonter, là il va falloir prendre beaucoup de précautions et surtout on n'a pas vraiment l'habitude de travailler sur des choses fragiles. Lors de l'opération Lune, le scaphandrier Joe Kirsch compte bien démontrer les capacités de son armure sous-marine révolutionnaire. C'est bon derrière ? C'est bon pour le câble. Des scaphandres comme ça, on en a 24 dans le monde. La France en a qu'un seul, donc c'est une place qui est privilégiée. L'homme peut travailler plus vite que la machine. Et c'est toujours un challenge, finalement, d'aller effectuer des opérations qu'on pourrait faire avec un robot, mais finalement, avec le scaphandre, on gagne du temps, on est plus précis et on bénéficie aussi de l'œil d'un technicien sur le fond. Les entraînements en piscine, semblables à ceux des spationautes de la NASA, sont bientôt terminés. Pour les hommes du Cefismer, il va falloir désormais prendre le large et se préparer dans quelques heures à plonger sur la Lune. Nous sommes le 8 octobre 2012, soit 348 ans après le naufrage de la Lune. L'André Malraux, le navire amiral du Drasme, quitte l'arsenal de Toulon. À son bord, Michel Lourd. L'archéologue vient de donner le coup d'envoi de l'opération Lune. Christian, on va récupérer le produit derrière. Dans le sillage de l'André Malraux, deux autres navires. Le Jason, un remorqueur de la Marine nationale, et le Minibex, un navire d'exploration. Car pour compléter le dispositif de cette mission exceptionnelle, Michel Lourd a fait appel à une société spécialisée dans les travaux sous-marins et la recherche de trésors engloutis. Ces hommes ont découvert un grand nombre d'épaves historiques. Pour les besoins de l'exploration, le sous-marin Remora est équipé d'un prototype de caméra qui devrait permettre de visualiser l'épave de la Lune en relief. De leur côté, les ingénieurs de Dassault Systèmes débarquent à leur tour sur l'André Malraux avec, dans leur valise, un nouveau programme d'expérience 3D qui devrait révolutionner les techniques d'investigation sous-marine. Les archéologues vont pouvoir visualiser l'épave de la Lune en 3 dimensions et simuler les différentes opérations de fouille. Après une demi-heure de navigation vers le large, les 3 navires ralentissent. Tous les commandants de bord connaissent la position exacte de l'épave découverte par l'Ifremer. Mais désormais, toute la difficulté est de maintenir les bateaux juste au-dessus du site. 43 00 453 06 00 453. Est-ce que tu as ça? Mais moi, si vous décalez de 20 mètres par le travers d'abord, pour moi... Malgré leur système de positionnement satellite, les équipages semblent avoir du mal à se coordonner. Ça y est, on est tous les 3 sur zone. Alors là, le Malraux vient de dire qu'il serait sur le carré 110-109 là. Civils et militaires n'ont pas vraiment l'habitude de travailler ensemble. Tu vas voir. Il va se mettre au 45, Denis. Il y est là, quasiment. Il y est, on a 30 mètres à faire, là, comme ça. Mais il faut qu'il recule par là, puisqu'il n'est pas à la verticale du point. Moi, il m'a pas dit qu'il bougeait, hein. Il m'a dit qu'il bougeait de cap, c'est tout. Oui, Malraux, est-ce que tu peux me prévenir quand vous serez à votre
position. Ok, pas de problème. Il me reste un petit peu à bouger, je te donne ça après. Ok, bien reçu. Il faut imaginer que l'épave est quasiment perpendiculaire à nous. Et le jason est sur un bord de l'épave et nous sur l'autre bord de l'épave. Voilà. Donc l'épave, elle est juste en dessous, comme ça, elle passe dessous. On est vraiment à la limite des distances de sécurité, quoi, c'est vrai. Là, la moindre erreur, on casserait beaucoup de choses, quoi. Il est 7 heures du matin. Dans 1 heure, le Newt Suit commencera sa lente descente vers la Lune. Mais le pilote Joe Kirsch ne sera pas le seul sous la surface. Le Remora de la COMEX et l'engin téléguidé du Drasm tenteront eux aussi de s'approcher de l'épave. Pour Michel Lourd, cette mission n'est qu'un premier pas vers des explorations bien plus profondes. Si le dispositif des robots fonctionne sur la Lune, alors les archéologues auront à l'avenir accès à des épaves situées à des milliers de mètres de profondeur. C'est une cité perdue, totalement disparue en un instant, et elle est là. Et c'est ça qui est à la fois passionnant, parce que du coup, on peut tous rêver de cette épave si lointaine et si proche. Et en même temps, elle va nous servir d'essai pour voir comment on fera demain, parce qu'ici, on pourrait encore y accéder par la plongée. Un homme peut y accéder. Ça sera beaucoup plus compliqué, évidemment, et totalement impossible au-delà de la zone des 300 à 700 mètres. Quand on arrive à 2000 mètres, on le fera avec des machines ou on le fera pas. On va y aller avec des robots, des sous-marins, des systèmes électroacoustiques, etc. Donc c'est aussi le croisement entre l'histoire et la science-fiction qui fait le panache d'un site comme celui-là. Sur le remorqueur de la Marine nationale, la tension commence à monter. Paul-Henri Narjolet rejoint le pont arrière du Jason. C'est ici que la plupart des manœuvres de mise à l'eau vont se dérouler. Lors de sa première plongée sur la Lune, Joe Kirsch va devoir se familiariser avec le site de l'épave. Si tout se passe bien, les équipes d'archéologues pourront alors envisager la remontée des premiers objets. Le pilote du suit Kirsch, le PC suit Salvi. Pour l'opération de la Lune, il y aura une émotion parce que chaque pièce que Michel Lourd nous demandera de remonter du fond, il y a l'aspect historique sur cette épave qui est fort. Donc de toucher dans la main des choses qui sont sous l'eau depuis 350 ans, c'est évident que dans le scaphandre, il y aura une émotion pour ma part qui sera forte. Pour Paul-Henri Narjolet, l'homme aux plus de 30 plongées sur le Titanic, les quelques minutes qui précèdent l'immersion sont d'une importance cruciale. L'environnement est hostile, l'environnement est difficile. Dès qu'on est sous l'eau et qu'on descend profond, bon, il y a des pressions considérables et le moindre petit détail se transforme en incident. Il y a un cheveu sur un joint, ça fait une fuite. Un joint qui est pas agressé comme il faut, ça fait une fuite. Et tout est comme ça. Une catastrophe, c'est une suite d'incidents. Au même moment, sur l'André Malraux, Michel Lourd ordonne la mise à l'eau de son ROV, un robot sous-marin équipé d'une petite caméra. L'archéologue français est responsable du site de la Lune. Tout ce qui se déroule sous la mer est retransmis sur ses écrans de surveillance. Il n'est pas question d'endommager les précieux vestiges. Le Newt Suit commence une plongée de 90 mètres. Le voyage de Joe vers l'épave va durer environ 4 minutes.
À 100 mètres de fond, des plongeurs équipés de scaphandres autonomes ne pourraient rester qu'une dizaine de minutes sur le site de fouille. Il leur faudrait ensuite près de 2 heures pour rejoindre la surface en effectuant plusieurs paliers de décompression. D'où l'intérêt d'utiliser des engins comme le Newt Suit, dont l'armure ultra sophistiquée protège jusqu'à 300 mètres son pilote de toute pression extérieure. À 80 mètres, le scaphandre se libère de sa cage pour descendre sur l'épave. Et soudain, malgré la mauvaise visibilité, des formes apparaissent. Ce sont les premiers vestiges de la Lune. Ils sont bien là, recouverts de concrétion. Ouais, je te délatte et je te mets les moteurs. Ouais, t'attends que c'est moi qui te dise moteur. Pour la première fois, le cosmonaute de la mer pose le pied sur une autre planète, celle des grands fonds. Au fil du temps, les structures de la Lune se sont effondrées sur elles-mêmes pour former un tumulus de 3,50 m de hauteur. Un genre de millefeuille où s'est entassé tout ce que contenait le navire. Joe découvre 36 pièces d'artillerie en bronze et en fer, et il devine, juste là, posées sur la vase, des dizaines de mousquets, des épées et une multitude de poteries et d'assiettes. Si tu te remets dans ta position initiale, c'est bon pour nous. Ok, donc on va manœuvrer. S'il y a un problème, vous nous le dites. Là, ils sont en train de travailler. Doucement. Fais attention toujours à son ombilical. Hein. Tourne vers la gauche légèrement. Avance-toi. Translate à droite, à droite. Translate à droite. Les 2 moteurs latéraux du Newt Suit sont commandés depuis la surface. Joe pilote son engin, mais dépend entièrement de son opérateur, qui, selon ses ordres, met en marche les hélices. Le courant marin et l'obscurité obligent le pilote à être sur ses gardes en permanence. Joe doit absolument rester en suspension au-dessus de la Lune, afin de ne pas heurter les précieux vestiges ou d'endommager le câble fragile qui le relie à sa cage, et donc à la vie. Sur les écrans de l'André Malraux apparaissent 2 grandes jarres et un canon en bronze parfaitement conservé. Les équipes d'archéologues ont du mal à détacher leur regard de cette machine à remonter le temps qu'est la Lune. Parmi tous ces experts, 2 Espagnols, encore sous l'émotion d'une telle découverte. Ce que je trouve très étonnant, c'est que l'on peut voir ce parfait alignement de canons. On peut même deviner la silhouette du navire assez facilement. On découvre l'emplacement des cuisines, il y a même des chaudrons. Ils sont là comme si c'était hier. Ils semblent vides, posés là. On voit aussi de grandes jarres renversées, et puis toutes ces petites assiettes, des petites poteries un peu partout sur le fond. C'est un peu comme si tout était resté figé, un peu comme une maison abandonnée. J'ai l'impression que quelqu'un a déposé ce bateau délicatement sur le fond marin pour que nous puissions le contempler et comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Moi, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. En général, après un naufrage, on voit que tout est éparpillé d'une manière très désordonnée, avec des débris d'épave et des vestiges un peu partout. C'est vrai, on a tous vu l'état de l'épave du Titanic, alors on pense que tous les navires coulent de la même manière. Mais là, avec la Lune, on pense que ce navire a été littéralement déposé sur le fond. À bord de l'André Malraux, les archéologues commencent à s'interroger sur le naufrage de ce navire emblématique. Il existe très peu d'archives sur la Lune, mais son histoire, tragique, intervient dans une période trouble. En 1662, Louis XIV est âgé d'une vingtaine d'années. Il souhaite marquer l'aube de son règne d'un coup d'éclat.
Il veut une grande victoire militaire. Le jeune roi veut établir un port français sur la côte barbaresque, afin d'y établir une flotte et de mettre fin à la piraterie qui pénalise gravement tout le commerce maritime européen. Le 2 juillet 1664, une armada d'une cinquantaine de navires de guerre appareille de Toulon et met le cap vers les côtes de la Barbarie, qui deviendra plus tard l'Algérie. 3 mois plus tard, alors qu'à Djidjeri, les soldats français essuient les assauts répétés des guerriers berbères, la Lune est appelée en renfort. Elle s'apprête donc à quitter Toulon. Avec ses zones d'ombre, la Lune a fasciné de nombreux spécialistes de l'histoire maritime. Martine Acera est l'une des rares historiennes à s'être penchée sur cette période très peu documentée de la marine de guerre sous Louis XIV. C'est un navire qui comporte 44 canons, donc c'est un outil moyen, mais déjà de belle force pour l'époque, qui est donc vieux lorsqu'il est engagé à Djidjeli. C'est un navire qui a 22 ans. Il a donc tendance à avoir des bois qui ont pourri, peut-être des structures qui se sont un peu ouvertes. Il doit plus ou moins faire de l'eau, il doit être plus ou moins attaqué aussi par les tarets, les vers qui se mettent dans le bois. Donc il est certainement assez fragilisé. Mais comme on n'a pas beaucoup de navires, on utilise ce qu'on a. La Lune s'apprête donc à quitter la rade de Toulon avec 250 marins à son bord. Le vieux navire est chargé de vivres, d'armes et de chevaux afin de venir en aide au corps expéditionnaire de Djidjeri. Le fait de redécouvrir la Lune est un objet merveilleux. Enfin, pour moi, c'est une chance folle parce qu'on a très peu de traces de navires de cette époque-là. À l'époque, on construisait les navires sans plan, sans faire de dessin. On a très peu de représentations. On ne sait pas tellement comment ils étaient faits. Très peu d'objets archivistiques qui puissent nous expliquer comment étaient ces navires. Là, l'archive, c'est l'épave. L'équipage de la Lune ne sait pas encore que son séjour sur la côte nord de l'Afrique sera de très courte durée. Car à Djidjeri, la bataille fait rage et les officiers français pensent déjà à un plan de repli. Ouais, Laurent, sous quel timing on pourrait... Au large de Toulon, le premier jour de l'opération Lune se poursuit. Impressionné par les images transmises par le Newsuit, Michel Lourd souhaite désormais tester la dextérité du pilote. Sur le Jason, l'un des archéologues du Drasme va superviser cette manœuvre délicate. On amène le chute dans un endroit qui est assez exigu, entre plusieurs canons, pour voir la faisabilité de récupérer un petit objet. Et ayant plus de dextérité que le ROV, sa pince est bien plus souple et permettrait de récupérer un objet comme une assiette de manière assez fine, contrairement à la pince hydraulique du ROV, qui pourrait endommager éventuellement un objet. Jusqu'à maintenant, on est arrivé à tout maîtriser. Là, l'idée, c'est de voir si, avec le Newsuit, on peut effectivement saisir un objet de cette nature-là, dans un endroit en plus un petit peu compliqué. Ok, je vois les autres assiettes. Elles sont vraiment bien enfoncées. Là, je peux en récupérer une. Je peux en récupérer une. Tiens bon. Il me manque un peu de lâche.
Le fragile objet venu des profondeurs arrive enfin sur le pont du remorqueur. Il est immédiatement récupéré par l'équipe de Michel Lourd avant d'être protégé et mis à l'abri. Tout a été figé en quelques minutes. Et tout ce qui est accessible reflète de la vie de marins, d'un régiment terrestre qui vivait et dont l'existence s'est figée en 1664. Des trésors, il va y en avoir à chaque instant. Des étoffes, des éléments de matière organique, du bois, du cuir, des tissus. Oui, probablement, il en est conservé sur le site de la Lune. Donc là aussi, ce sont des éléments extrêmement intéressants qui peuvent permettre aussi de travailler sur la culture matérielle de la fin du XVIIe siècle. Le tout premier vestige de la Lune est aussitôt transféré sur le navire du Drasme. Les archéologues vont enfin pouvoir le toucher avant de le libérer de ses concrétions et de l'expertiser pour connaître sa provenance et peut-être avoir quelques indices sur la vie à bord. Dans le laboratoire de Landré Malraux, il n'y a pas une minute à perdre, car au contact de l'air, les objets issus de fouilles sous-marines subissent une forte détérioration. Les archéologues ne veulent surtout pas passer à côté de précieuses informations. Tu te rappelles que ça pourrait être... On va leur laisser nettoyer, de toute façon. Ah, c'est un papier. Non, pardon. La concrétion, il faudra demander à Fred où il était exactement Ça, c'est de la vaisselle unie. Il n'y a pas de dessin. Si, regarde, il y a un motif. Si, il y aura un motif. Je pense qu'il y aura peut-être un poisson. Un symbole, c'est quoi un symbole lumière? Araldique, je sais pas comment on appelle ça exactement. Enfin, tu vois, là, c'est un blason, hein. Très stylisé, ouais. Cette assiette est un trésor venu du passé. D'après les rapides recherches des archéologues, et en faisant le lien avec d'autres découvertes plus récentes, ils pensent que ce vestige provient des ateliers de la vallée de Luvone, près de Marseille. Tu te souviens, Fred, à quelle profondeur était l'assiette? Ce premier témoignage n'est qu'une infime partie du grand puzzle, car les spécialistes pensent que 60 000 objets de toute taille sont encore enfouis. C'est pas un témoignage, c'est l'histoire elle-même qui est là. Ce bateau, au fond, entre lui et nous, il y a 90 mètres, il y a 350 ans, mais il n'y a rien d'autre. Il y a un souffle, parce qu'en réalité, personne n'est revenu dessus, personne n'y a touché. Tel que c'était, évidemment, les structures se sont effondrées pendant les 40 ou 50 ans qu'ont suivi le naufrage, et puis à un moment, tout ça a trouvé un état stationnaire. Mais une grande partie du site était déjà figée. Alors que tout se déroule comme prévu lors de cette première journée d'exploration, un problème surgit dans les profondeurs. Moteur. Il y a le moteur tribord qui fait un petit bruit bizarre qui n'est pas normal. Ok. T'entends? Moi j'entends qu'il ramasse. Oui, c'est sur tribord, mais il y a un bout de roulement, il y a quelque chose qui grave quoi. Ok, bon, je te remets les moteurs, t'identifies quelle commande et après on break. Ok. Le moteur défaillant empêche le scaphandrier de se déplacer correctement. Joe Kirsch doit absolument faire surface. Ah bon? Faut qu'il les mette. Cette panne, dès la première plongée, est un coup dur pour les experts de la mission. C'est un moteur électrique qui a cramé. On a regardé rapidement comment ça pouvait être réglé, mais en fait on est obligé de changer le bloc moteur et on n'a pas de rechange. Donc en fait on a téléphoné aux techniciens de Vancouver, au Canada, qui voit si c'est possible de nous envoyer quelqu'un avec un moteur de rechange. On n'a pas d'autre solution.
Malgré ce problème technique, Joe Kirsch, le pilote, semble encore absorbé par sa vision de l'épave. Tu te relèves un tout petit peu, toi, Yvan. Cette épave, elle est fantomatique, parce que on est dans l'obscurité. Vous avez une vie sous-marine qui crée des ombres, et puis vous avez le sentiment que cette épave, elle vit encore, en fait. Elle reste mystérieuse et fantomatique. Comment ne pas avoir d'état d'âme lorsque l'on se retrouve propulsé dans cette histoire tragique? En écoutant le récit de Joe, les autres marins du Cephis-Mer auront sans doute cette nuit une pensée pour leur frère d'armes disparu il y a bien longtemps, sous les flots de la Méditerranée. À la différence des experts de la Marine nationale, les matelots et soldats de Louis XIV embarqués sur la Lune faisaient un métier qu'ils n'avaient, pour la plupart, pas choisi. Imaginez un intérieur qui est à la fois très chaud, très humide, très sombre, avec l'entassement des hommes, avec la chaleur, l'humidité, la promiscuité, les maladies, la mauvaise nourriture. Si vous ajoutez à cela la peur du combat et le moment où on déclenche le feu, c'est un univers qui est extrêmement rude. Ce qui est difficile à vivre pour les marins, c'est qu'ils passent d'un univers complètement enfermé, qui est celui de l'intérieur de la coque, à un univers complètement ouvert, qui est celui du pont, de la mâture, etc., où là, ils vont être au contraire en plein vent, dans l'humidité, dans l'air. C'est un enfer sur la mer. On est très très loin du romantisme de la voile. Au large de Toulon, sur le Minibex, le troisième navire de l'opération Lune, le caméraman sous-marin Denis Lagrange et Popov, le pilote du Rémora, vérifient une dernière fois leur feuille de route. Ce qui serait bien, c'est d'aller ici et de remonter le long pour aller à cette zone. Si on peut passer au-dessus, bah, c'est peut-être aussi bien, mais bon, écoute, on va y aller. Après Paul-Henri Narjolet, le découvreur de l'épave en 1993, Joe Kirsch, le pilote du Newt-Suit, Denis Lagrange et Popov sont donc les prochains à descendre sur la Lune. L'équipage du Rémora doit filmer 2 zones bien précises, définies par Michel Lourd. Nous attendons l'autorisation de prendre la plongée. Vous avez l'autorisation de prendre la plongée. Bien reçu, ouverture ballast. Denis Lagrange et Popov ne sont qu'à 20 mètres de profondeur lorsqu'une alarme retentit dans le Rémora. Une concentration trop importante de dioxyde de carbone vient d'être détectée dans le petit sous-marin. À terme, les 2 hommes risquent l'asphyxie. J'ai un petit souci avec la VG, là. Apparemment, j'ai peut-être le ventilo qui tourne pas, j'ai le CO2 qui monte. Ok, mouvement de surface, on se place en position pour la récupération. Pour l'instant, sur les autres navires, personne n'est au courant de l'incident. Le Minibex se met alors en mouvement et se prépare à récupérer son submersible. Et puis soudain, un choc brutal. Le Rémora vient de percuter la coque du Minibex.
Ah ouais, c'est sorti là. Et t'en dis qu'est-ce qu'il y a comme problème? C'est Franca qui nous a prévenu qu'il y avait un problème. Le Rémorin remontait, mais de toute façon, là où il est, il n'y a pas de mauvaise direction. Michel? Oui, Franca, je t'écoute. Je sais pas s'il va remonter à bord ou pas. Je crois que oui. Une journée de merde, c'est une journée de merde. Jamais Popov, au cours de sa longue carrière, n'avait connu une telle situation. Non, j'arrivais là. Ah voilà, parce que... Ouais, j'arrivais là. J'arrivais en surface, si tu veux. J'avais le panier, le chaussonnet à la main, donc il a la console du bras est tombée, le joystick s'est tordu. Il a été le sous-marin couché sur le côté, quoi. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, donc faut pas se plaindre. C'est comme ça. On peut dire que c'est une journée noire. Voilà. Le caisson étanche de la caméra de Denis Lagrange semble lui aussi avoir souffert. Je pense pas qu'il ait pris énormément. Mais... On enlève tout, on va tout nettoyer, tout passer au liquide là, pour enlever tout le sel, etc. C'est la loi des séries quand même. Newt Marine, les moyens de brise de vue, le Rémorin. On peut guère faire mieux. Hein. Sur les impacts, on n'a rien de méchant. Seule catastrophe, on a perdu un panneau arrière et sans ce panneau, on ne plonge pas. Voilà. Donc la seule façon de repartir rapidement, c'est de le retrouver. Et d'espérer qu'il n'a pas été pulvérisé dans l'impact. Pour le moment, personne ne mesure vraiment encore les conséquences de cet incident. Le Rémora est mal en point, le Newt est hors service, avec un moteur en moins. Décidément, le sort s'acharne sur l'opération Lune. Trois siècles et demi plus tôt, les équipages de la Lune connaissent eux aussi bien des misères. Le navire est de retour de Jijeri, après avoir embarqué à la hâte et dans le chaos des centaines de soldats blessés. Le capitaine de Verdi fait route vers la France avec un navire surchargé de près d'1 millier d'hommes. La Lune, c'est vraiment une accumulation de malheurs pour l'équipage et pour les hommes embarqués. C'est-à-dire les blessés, les gens qui sont réembarqués très rapidement et dans des conditions très complexes du siège de Jijeli. Donc ils montent à bord, ils sont plus de 500 à bord, alors que c'est un navire qui est à peu près prévu pour 250 hommes, donc on a surcharge d'hommes. Il faut imaginer qu'à l'intérieur, sur le pont, il y a des hommes absolument partout, en mauvais état, puisqu'ils ont fait le siège, ils ont fait la campagne militaire. Certains sont blessés, d'autres sont malades, ils étaient très mal nourris, donc ils sont affaiblis physiquement. Donc en fait, la Lune ressemble à un véritable hôpital flottant, avec en plus l'équipage qui doit faire la manœuvre, donc, qui est gêné par cette masse d'hommes qui est présente à bord. Toutes les conditions dramatiques sont réunies pour avoir une navigation particulièrement compliquée et qu'on peut déjà imaginer au départ désastreuse pour un certain nombre d'hommes. Après 4 jours de traversée de la Méditerranée, 4 jours à pomper l'eau dans les cales, l'équipage de la Lune jette enfin l'ancre devant Toulon. C'est un miracle si la Lune est arrivée jusque-là.
Pourtant, le calvaire des soldats est loin d'être terminé, car les autorités royales ordonnent au capitaine de Verdille de mettre le cap vers les îles d'Hyères pour y observer une quarantaine. Ce dernier refuse, car son navire prend l'eau de toutes parts. Un charpentier est dépêché sur la Lune pour déterminer si, oui ou non, le navire peut reprendre la mer. Gédéon Rodolphe est charpentier du roi. Il connaît bien la Lune. C'est lui qui, quelques mois plus tôt, a supervisé la remise en état du navire avant son départ pour Djidjiri. Regardez. Après avoir inspecté la coque de la Lune, il est formel. Le grand vaisseau de guerre peut encore naviguer sans risque et même faire un tour du monde. Ce matin, à la pointe de Carqueiranne, de fortes rafales de vent et une grosse houle rendent les manœuvres dangereuses. C'est le deuxième jour de l'opération Lune. Le Newt Suit attend toujours son moteur de rechange. Alors avant de pouvoir descendre à nouveau sur l'épave, Michel Lourd et Joe Kirsch se mettent d'accord sur les prochaines opérations sous-marines. En fait, il y avait deux méthodes possibles. Ce serait de soulever. Dans quelques heures, et pour la première fois, une expérience 3D va être appliquée à l'archéologie des profondeurs. Moi, je pense même que si on pouvait essayer. Quelques semaines avant la mission, Joe Kirsch a participé à une expérience unique sur le campus de Dassault Systèmes, près de Paris. Bonjour. Salut Joe. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie. Bonne journée. Pour la première fois, la technique de simulation 3D révèle une représentation inédite et exceptionnelle de l'épave de la Lune. Donc, ta première tâche, c'est d'avancer et de trouver une croix au sol, d'aller te poser dessus. D'accord. C'est une croix qui se trouve juste avant la grande fosse circulaire. D'accord, ouais, je vois, on voit très bien. Hein. Grâce à l'expérience de Joe Kirsch et à sa maîtrise du Newt Suit, des informaticiens ont pu recréer en images et en mouvement ce bathyscaphe habité. Là, sur le retour écran qu'on a, je pense que t'es un peu loin. Après l'expertise du pilote, les ingénieurs espèrent pouvoir intégrer le Newt Suit dans un monde virtuel sous-marin. Voilà. Alors l'enjeu pour nous est double. Le premier, au travers du simulateur 3D, c'est de permettre à Joe de retrouver ses sensations telles qu'il les a quand il pilote le scaphandre réel. Si tu veux, je peux te mettre la visibilité. Tu peux me descendre la visibilité, je veux dire à peu près ce qu'on voit par 100 mètres de fond quand il fait, voilà, un peu doucement. Encore un peu. Voilà, stop. Carrément. Ah oui, voilà. d'accord. Quand on est à 100 mètres, finalement, on a à peu près cette vision. Le deuxième objectif de ce programme consiste à intégrer le scaphandre dans un univers virtuel, celui de l'épave de la Lune. Les ingénieurs ont travaillé à partir d'une multitude d'images prises par des robots sous-marins lors d'un précédent repérage sur l'épave de la Lune. Tu peux nous faire un zoom sur le chaudron? Celui de droite, en fait. Celui de droite. Le sol, on fera bien 50. Grâce à leur invention, il est désormais possible de se déplacer librement sur le site archéologique sans les inconvénients d'une immersion réelle. D'enlever un peu de texture des objets, vision d'ensemble et surtout relief. Jamais une épave si profonde n'avait révélé autant de détails. J'aimerais bien voir où on se situe en fait. Ouais, super. En fait, on est en plein milieu du site. Un des caractères inédits de ce projet, c'est d'embarquer toutes ces technologies 3D immersives à bord même du bateau archéologique et de les éprouver finalement dans les conditions du réel pour permettre aux archéologues, aux équipes techniques d'en tirer profit. Les ingénieurs de Dassault Systèmes sont attendus de pied ferme par les archéologues de l'André Malraux. Ils ont apporté avec eux leur tout nouveau simulateur ultra sophistiqué. C'est la première fois que ce genre d'appareil est embarqué à bord d'un navire archéologique. Les contrôleurs pour les mains et les pièces. Dans quelques minutes, Michel Lourd va découvrir l'épave de la Lune
à travers des lunettes un peu spéciales. Pied droit, pied gauche. Celui-là, c'est le pied droit. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a là? On a le site de l'épave au complet, à peu près 500 mètres carrés. Et puis on a moyen de prendre le contrôle à la fois du ROV, qui est là, et puis en même temps du scaphandre. Voilà, on a une caméra extérieure qui nous permet d'évoluer sur le site. Et puis évidemment, on est dans le virtuel, donc on peut aussi faire un petit tour de repérage. On retrouve nos canons, les chaudrons, les jarres, là-bas. Voilà. Donc on va te faire vivre l'expérience de Joe. Qu'est-ce que ça signifie qu'elle pilotait le scaphandre? Oui. Et ça marche. Fini les réglages, là, ça marche exactement pareil que le scaphandre. Donc la première étape pour entrer dans le monde immersif, c'est de chausser ce casque immersif 3D qui va un peu te couper du monde. J'ai vraiment cette idée d'avoir cette technique un jour à ma disposition, de pouvoir travailler au fond en étant à la surface, de voir le site dans toutes ces 3 dimensions tout en n'ayant qu'un casque sur les yeux étant au sec, et d'être sur l'épave même si elle est à 2000 mètres, c'est-à-dire totalement inaccessible. Vas-y, recule. Voilà, très bien. Encore. Un bon mètre ou 2. Et tu vas pouvoir maintenant redescendre. Est-ce que tu as l'impression d'être dans l'eau? C'est difficile à expliquer ce qu'on ressent parce que en même temps, tu es dans l'eau, le site totalement familier, donc l'impression que tu peux te déplacer autant que tu veux. Une fois que tu as compris les mouvements, ce qui est pas forcément très simple. Bon. Ok. Écoute, c'est quand même. En fait, j'ai vraiment un besoin impératif quand je suis en plongée sur un site et que je travaille, c'est de pouvoir toucher avec les mains. Voilà. Donc, ça fait des années que je reviens les mains abîmées. Tout le monde me dit pourquoi tu mets pas de gants? Tout simplement parce qu'en réalité, je peux m'affranchir de tas de contraintes, y compris de l'eau très sale. Mais en revanche, il faut que je puisse toucher les objets, quelles que soient les circonstances, parce que même dans le noir, dans la boue absolue, je sais reconnaître de l'organique, une paire de chaussures, des éléments métalliques, du bois fragile, rien qu'au toucher. Et ça, il faut absolument pouvoir le retrouver à travers la robotique, parce que si j'ai pas ça, je pourrais jamais prendre un objet. Là, je sens comment, je sais s'il est fragile, je le sens, et il faut que je retrouve ce toucher, ce contact avec la machine, et c'est toujours instantané. C'est-à-dire, on se dit merde, là, je sens que c'est fêlé. Il faut que je retrouve ça. Alors, c'est évidemment extrêmement complexe à travers les doigts d'une machine, mais c'est vers ça que je veux tendre. Et je pars du principe que si on peut faire de la chirurgie à distance, j'imagine qu'un chirurgien a aussi besoin d'avoir un contact. Je vois les gants qu'ils utilisent sont très fins. Donc si c'est possible de faire de la chirurgie à distance, on doit pouvoir faire de l'archéo à distance. Simplement, évidemment, on passe à travers des très grosses machines et on a moins peut-être l'expérience que les chirurgiens. Mais tout s'apprend, donc on va apprendre ça aussi. Développer un simulateur dans des bureaux est une chose, mais le tester en mer dans un espace confiné en est une autre. La forte houle aura eu finalement raison de nos ingénieurs. C'est vraiment la première fois qu'on teste des mondes virtuels à bord d'un bateau. Et là, le fait d'avoir les pédales sous la table, de me pencher pour les installer, de chausser les lunettes, rentrer dans le monde virtuel, il y a des conditions climatiques et océanaux qui sont un peu sévères ce matin, parce que c'est la vraie vie, le bateau qui tangue, les petits soucis techniques. L'avantage du virtuel, c'est sûr, c'est qu'on peut s'affranchir de toutes ces contraintes physiques, océanographiques, météorologiques. On parle même des paliers de décompression pour la plongée. Et tout ça, ça disparaît dans le virtuel. Et je pense que l'apport du virtuel permet justement de travailler dans de meilleures conditions pour mieux anticiper tous les problèmes qu'on peut avoir à bord.
Les ingénieurs de Dassault Systèmes ont donc réussi à restituer l'épave de la Lune dans ses moindres détails grâce à la technologie virtuelle. Mais il est très difficile aujourd'hui de se faire une idée des lignes et des formes de ce vaisseau royal. Pour savoir ce à quoi ressemblait la Lune, il faut se rendre au musée du Louvre, à Paris. C'est là qu'est conservée l'unique gravure de ce grand vaisseau royal. Cette œuvre rare est signée par l'architecte et peintre Pierre Puget. Je voulais vous montrer sur ce très beau dessin de Puget une particularité, un tout petit détail rare comme représentation, la manœuvre qui est ici. On a des hommes qui sont installés, qui sont en train de tirer à cordage, que l'on voit courir le long de la coque et venir s'établir, frapper le bas de la voile. Donc on a une manœuvre, c'est très rare, c'est très dynamique comme dessin. Au milieu du XVIIe siècle, il n'existe quasiment aucun document sur la construction de ces bateaux militaires ou marchands. Alors le graphiste Olivier Michon s'est inspiré de ce dessin et des nombreux conseils de l'historienne Martine Acera pour reproduire une image animée de la Lune sous voile. Vous voyez le petit personnage qui est là, on a un matelot, enfin un canonnier qui est à califourchon sur le canon, en train de nettoyer l'âme du canon. Bien, c'est pas une vue. Lorsque l'on est face au dessin de Puget, la seule source que l'on possède réaliste et attestée de la Lune, ben, on se demande évidemment comment c'était à l'intérieur. On a d'autres documents qui donnent des coupes et qui permettent de voir les différents plans d'occupation de la volumétrie de la coque. Mais c'est pas suffisant. Voir tout cela reporté grâce aux outils informatiques d'aujourd'hui, ça permet de dire mais alors quelle dimension il y avait entre le pont et puis le pont supérieur, le pont du dessus, et dans la surface à vivre, ça représentait combien, il y avait combien d'hommes à bord dans un si petit espace, alors comment faisait-il, et puis la manœuvre du canon, il faut 8-10 hommes autour d'un canon, dans un espace aussi réduit, comment ça se passe, comment ils font, ça permet aussi, moi je crois que c'est ce qui me fascine le plus, c'est qu'on peut donner les mouvements au navire, on peut l'animer. Pour moi, c'est assez magique parce que ça crée de la dynamique et ça donne une réalité alors que tout ce que moi je peux observer dans les archives, c'est extrêmement statique. C'est du dessin. Là, ça s'anime. Donc c'est génial. Il est 2 heures du matin au large de Toulon. Le 3e jour de l'opération Lune commence avec une très bonne nouvelle. Le technicien canadien censé réparer le moteur du Newt Suit est enfin sur zone. Bonsoir. Ça va bien? On vous attendait avec impatience. On a vraiment besoin de vous. On a un gros problème avec le Newt Suit, comme vous le savez. Je pense qu'il faut changer l'un des moteurs de propulsion. Mais vous avez ce qu'il faut. Effectivement, j'ai tout ce qu'il faut. Possibility. We'll go ahead and take the thruster off. Le Newt Suit a besoin de ces 2 moteurs pour fonctionner. Si le pilote n'a pas le contrôle des 2 moteurs, alors il tournera sur lui-même une fois au fond. La plupart de ces engins sous-marins révolutionnaires sont des prototypes composés de pièces uniques. Seuls les concepteurs canadiens du Newt Suit peuvent intervenir.
Yeah. Hope don't lose that. Pour Michel Lourd, en ce matin du 3e jour de l'opération Lune, il est grand temps de reprendre l'exploration. Il veut récolter d'autres objets posés sur la vase. Grâce à leurs robots téléguidés, les archéologues du Drasme ont repéré toute une série d'objets en céramique, dispersés non loin de l'encre de la Lune. C'est tous les jours la conquête de la Lune. Chaque jour apporte son lot de difficultés, donc on va voir aujourd'hui. Et là, le temps est, enfin, peut-être pas magnifiquement clair, mais en revanche, il est bien pour travailler, quoi. Donc, oui, aujourd'hui, ça va bien se passer. Cette fois, c'est le 2e pilote du Newtsuit, Emmerich Salvi, qui sera aux commandes de l'armure sous-marine. Aujourd'hui, Michel Lourd veut tester la collaboration entre 2 robots sous-marins. L'un est habité et l'autre téléguidé depuis la surface. Ensemble, les 2 engins vont devoir se positionner sur des zones bien précises, afin de remonter plusieurs vestiges. Le pilote du Newtsuit applique les gestes appris en piscine. Avec ses pinces articulées, le suit est d'une efficacité redoutable. La moisson sous-marine est impressionnante. Elle risque bien d'apporter aux archéologues de nouvelles informations sur les hommes de la Lune. Chaque objet est daté, numéroté et localisé sur la carte de l'épave. Un grand puzzle se met en place. Sur les 100% d'informations extraordinaires que pouvait receler la Lune à la surface, il en reste probablement autour de 99%. C'est énorme. Au moment où on met la main sur un objet, il ne s'est pas passé 350 ans, il s'est passé un bruissement d'une page qu'on tourne. C'est lourd. Alors les 4 qui sont là, c'est des céramiques, vous voyez, des petits pots avec des anses, donc ils ont tous 4 ans. Celui-ci, ça doit être c'est un peu différent puisqu'il a un petit bec verseur, ça doit probablement être une petite théière, enfin un petit pot à eau. Mais bon, comme ça, exactement, strictement identique. Il y en a vraiment énormément sur le site. Donc après, il faudra définir si c'est vraiment de l'usage quotidien ou si c'est plutôt de la céramique qui était éventuellement, pourquoi pas, transportée pour être commercialisée. Parmi tous les vestiges accumulés sur le pont, une grande bouteille attire l'attention de Michel Lourd. Point 2, vers doucement. Ça va, on les a pas mal. Le seul problème, c'est que j'aurais bien aimé la remettre. Ça, tu vas dans un musée, tu la retournes du bon côté, c'est super spectaculaire parce qu'une fois nettoyé, quand le verre sera revenu, tu vas avoir un beau verre vert, ça va être une très belle pièce. La belle partie, c'est là, tu vois. Tout ce qui est ensoyé, c'est préservé. Et ça, dessous, tu vas avoir la même chose, les assiettes et tout. Les assiettes dans la vase, quand tu les nettoies, elles sont nickel. Ah oui, absolument. Dans les archives, il est écrit que les équipages de la Lune ont beaucoup bu la nuit précédant le naufrage. Sans doute ont-ils fêté leur retour en France, après des mois de conflits et de privations.
Au matin du 6 novembre, près de 800 hommes, des officiers, des soldats et des matelots sont encore dans les brumes d'une nuit agitée. Entassés dans les cales et sur les ponts, ils attendent de rejoindre les îles d'Hyères pour la quarantaine imposée par les autorités sous prétexte d'une épidémie de peste. Toujours selon les écrits de l'époque, le navire sombre alors comme du marbre, en quelques minutes à peine. D'après les survivants du naufrage, la plupart des hommes présents sur le pont se jettent à l'eau, désespérés. Les autres sont pris au piège dans les entrailles du navire. La lune disparaît dans les profondeurs. Quand on embarque un nombre imposant d'hommes à bord d'un navire en mauvais état, on connaît les risques. Mais la notion de risque à l'époque n'est pas prise en compte. Il va falloir attendre à peu près un siècle pour qu'on commence à se soucier de véritablement la santé des équipages, véritablement leur survie, leur bien-être serait beaucoup dire, mais disons leur meilleures conditions de vie à bord. Il va falloir attendre longtemps, plus d'un siècle, pour qu'ils aient des uniformes, pour qu'il y ait un médecin à bord. On ne peut pas juger avec notre vision d'aujourd'hui cette affaire, même si on peut, oui, regretter effectivement, se navrer du fait que la santé des hommes et la vie des hommes ne soient pas prises en compte, mais on ne refait pas l'histoire. Le naufrage de la Lune ne comptera que quelques dizaines de survivants. Parmi eux, le capitaine de Verdille, âgé de 80 ans. Il finira par rejoindre la côte et plus jamais il ne parlera de la fin tragique de son bateau. Au 4e jour de l'opération Lune, une certaine agitation se fait sentir sur les 3 navires d'exploration. Cette journée est d'une importance capitale pour les techniques d'investigation sous-marine et les grands projets de Michel Lourd. Après avoir manœuvré virtuellement le Newt Suit au fond de la mer, l'archéologue veut absolument remonter à la surface 2 grandes jarres de terre cuite. Cette fois, le simulateur devrait permettre d'ajuster la manœuvre au centimètre près. Je suis en train d'observer Michel depuis le rove et je vois qu'il essaie de passer son bras droit dans la jarre. Avec un outil d'une 40aine de centimètres, on pourrait peut-être enlever du sable. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu ailles voir les jarres à eau qui sont situées sur l'arrière-bord. Ce qu'on a imaginé avec Paul-Henri, c'était d'aller avec un outil en forme de râteau, venir en fait tirer les sédiments à l'extérieur des jarres à eau, de telle sorte à les alléger. Et on pense que c'est une des façons les plus faciles et les plus réalisables pour faire l'extraction des jarres. Finalement, une fois qu'on l'aura allégée, tu remarques que là, elle est légèrement sur une petite butte. Ouais. Il n'y aura plus qu'à la faire rouler. Si elles sont fêlées, tu ne peux pas le déterminer comme ça. En revanche, elles ne supporteront pas le voyage. Il y a un effet de succion, mais qui restera quand même limité parce qu'elles sont posées. En revanche, oui, c'est lourd, quoi. C'est lourd. Naturellement lourd. De toute façon, il faut essayer, quoi. Clairement, il faut essayer. En tout cas, ça sera le gros morceau, là. Voir comment ça peut prendre longtemps, hein, une opération. Ça peut prendre longtemps. Après 2 jours de réparation, le Rémora va pouvoir descendre sur la Lune et ramener des images exceptionnelles du chantier archéologique. Il est moins le quart, donc dans 45 minutes, il faudrait que le caisson il soit sur le Rémora. Thierry là, a pratiquement terminé de les installer, il a aligné les caméras, on est prêt à partir. Après tout ce qui est arrivé, c'est encore plus excitant. Voilà.
Donc Popov est motivé et j'espère qu'on va enfin aller sur la Lune. Le Remora est à l'eau. Il est suivi du Newt Suit, puis des robots. Cette fois, toute l'armada sous-marine est enfin opérationnelle. Surface de Remora, pour info, nous commençons à travailler sur les pas. Remora de surface, bien reçu, travaillez bien. À 90 mètres de fond, les premières images captées par le Remora sont dignes d'une grande aventure spatiale. Le Newt Suit est conçu pour être autonome pendant 48 heures sous la mer. Mais pour le pilote, ce genre d'opération de fouille est extrêmement éprouvant. À la seule force de ses muscles, Joe actionne les pinces, les bras, mais aussi les jambes de la combinaison en Kevlar. Ces deux moteurs le maintiennent en apesanteur. Il est 10 heures du soir. Les manœuvres sous-marines prennent plus de temps que prévu. Après de longues heures de travail en surface dans les postes de contrôle, la fatigue commence à se faire sentir. Dehors, le temps se gâte et l'orage menace. Le doute s'installe parmi les équipes d'archéologues. Joe vient de passer plus de 5 heures sous l'eau. Jamais il n'est resté si longtemps à une telle profondeur. Les logs, donc, et il peut en mettre 2, 3 ou 4, et c'est ensuite il y aura une petite patte doigt qui va relever tout ça, et ils vont le déplacer comme ça jusqu'à la grande panière à objets. Ok, mais le problème c'est que je peux pas faire intervenir, on peut pas intervenir nous en plongée de nuit sous le jason pour sécuriser l'objet. Alors je pense que le ramener plein d'eau sans contrefort à l'extérieur, c'est vraiment dangereux pour lui. En mer, comme toujours, ce sont les éléments qui dictent leurs lois. L'homme et ses robots, aussi performants soient-ils, n'y peuvent rien. Michel Lourd ne veut prendre aucun risque. Il annule finalement la remontée des jarres. Joe Kirsch était à 2 doigts de remplir sa mission. Mais avec les conditions météo et les mouvements de la mer, les vestiges fragiles risquaient d'être brisés à leur sortie de l'eau. Ce n'est donc que partie remise.
Lorsque le jour se lève sur le 5e et dernier jour de l'opération Lune, les équipages savent que désormais, chaque minute compte. Après l'échec des manœuvres de la veille sur les jarres, Michel Lourd doit maintenant prouver qu'il est possible de remonter à la surface un vestige de grande taille. Il a repéré un énorme chaudron, celui des cuisines de la Lune. Tu as des inscriptions dans le nom et peut-être le nom du bateau. Pour le chaudron, la difficulté c'est que il est un petit peu ensouillé, donc ça risque de faire un effet ventouse avant de le décoller du fond. Les pinces, elles vont être assez puissantes. Voilà. Et après, on va remonter le chaudron, on va le déplacer, on va le mettre en sécurité dans un panier spécial. Et après, on pourra le remonter en surface. Joe Kirsch est une fois de plus mis à l'épreuve. Il sait qu'il n'aura qu'une chance, car c'est sa dernière plongée sur la Lune. Lors de l'opération Lune, la récolte des vestiges est certes essentielle pour mieux connaître l'épave et son histoire. Mais cette première mission a d'abord été lancée pour tester la présence de plusieurs engins sous-marins sur un même site archéologique. Sur la partie gauche, et il va essayer de poser les lingues, une devant lui et une sur l'arrière à droite de la Gorgone, donc peut-être à gauche pour vous. On ira très doucement pour soulever. Si cette manœuvre réussit, alors l'opération Lune aura rempli sa promesse. Car chaque étape de cette exploration, chaque remontée d'objets est l'occasion pour Michel Lourd de valider toute une série de nouvelles techniques de fouille. Pas de contrainte pour vous de nos lumières? Négatif, bougez pas là. C'est très bien. Ok. La position des pinces est capitale. Une fois les pinces accrochées, l'objet est ensuite lentement déplacé par un robot pour être déposé dans un panier. Il est ensuite soulevé par la grue du bateau. Le chaudron métallique commence sa lente ascension vers la surface, où l'attendent impatients les archéologues du Drasme. Salut! La manœuvre est un succès. Et si cette opération a été possible sans entrave à 90 mètres de profondeur, alors elle le sera plus tard pour aller chercher d'autres vestiges situés dans les abysses des océans. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici, toi. Ouais, il y a peut-être quelque chose là, mais là, à ce niveau-là, je vois quelque chose qui... Ouais, on dirait. C'est splendide parce qu'on a vu de sa taille, ça rend bien compte de la dimension un petit peu des cuisines et du nombre de la population qu'il y avait à nourrir à bord, parce qu'on parle de 900 hommes, donc en fait là on est vraiment sur des chaudières d'équipage, on voit bien un volume énorme, donc ça c'est déjà très impressionnant au niveau de la taille. Après au niveau de la pièce en elle-même, on voit qu'elle a quand même un peu souffert sur la panse et on a eu de la chance qu'il soit prélevé dans son intégralité. Là on recherche avec Michel voir s'il y a des inscriptions qui sont gravées, peut-être voir le nom du bateau qui pourrait être gravé sur la panse en dessous de cet assemblage. Et voilà, donc on est en train de le sculpter un petit peu plus près. Pour Paul-Henri Nargeolet, le spécialiste des plongées sur le Titanic, cette manœuvre délicate était décisive pour la conquête des abysses.
L'intérêt de ce genre de métier, c'est qu'on apprend tous les jours. Si on n'apprend plus, bon, on reste à la maison, ça sert à rien, quoi. Donc en travaillant à cette profondeur-là, ça me donne des idées même pour travailler plus profond. En discutant avec Michel, on s'échange des informations, enfin, etc. Donc c'est vraiment un établi, c'est vraiment un endroit où on peut, de par la profondeur, mettre au point des techniques et progresser pour d'autres épaves, parce qu'il n'y a pas que le Titanic, hein, je travaille sur d'autres épaves et j'ai bien l'intention qu'on arrive à utiliser ce genre de technique ailleurs. Les équipes n'ont plus que quelques heures avant que la préfecture maritime ne ferme le chantier de fouilles. Michel Lourd compte bien réaliser son rêve. Remonter à la surface l'un des symboles de la Lune. On discute avec Michel là, pour savoir si le temps qui nous reste avant la fin de la mission nous permettrait de récupérer ce canon. Nous, en tout cas, on est prêts. Donc, dès qu'il donne son accord, on y va. Sur le pont du Jason, les hommes du Céphis-Mer installent une énorme pince. Cet outil permet de dégager les torpilles échouées au fond de la mer. Une bande de caoutchouc devrait permettre de ne pas endommager le canon de bronze. Le canon de la Lune pèse près de 2 tonnes. Pour des raisons de sécurité, aucune présence humaine n'est autorisée sur le site de l'épave. À 90 mètres de fond, seuls les petits robots téléguidés tenteront la manœuvre d'accrochage. Le Newtsuit et le Remora resteront sur les ponts des navires. Cette configuration sera exactement la même à 2000 ou 3000 mètres de fond. Le canon de bronze mesure près de 3 mètres de long. Il est situé exactement entre les 2 grandes jarres de terre cuite. Au moindre écart de la pince, c'est la catastrophe. La visibilité est de plus en plus mauvaise. Difficile pour les opérateurs de téléguider le petit robot vers sa cible et de positionner la pince autour du canon à moitié enfoui. C'est le seul moment où, en général, dans ce métier, j'ai une espèce d'affect qui se réveille. J'aime bien l'idée que ça ne soit pas facile et j'aime bien l'idée que les épaves se refusent parfois à nous. Ouais, je trouve que c'est la règle du jeu. D'ailleurs, si c'était très simple, peut-être que ça nous amuserait moins. J'adorerais voir ce canon en bronze, mais s'il reste au fond, je comprendrais. Au bout de 2 heures, la lourde pièce d'artillerie est enfin extraite de la vase. Ah, il est en remontée. Comme je l'avais demandé pour sortir du site et on poursuit la manip. Là, ce qui se passe là, c'est le canon. Le canon, il est en train, ça y est, a priori, il a décollé du sol de 10 mètres et il se rapproche de la surface. Donc, on va le voir. C'est génial. Du coup, il a résisté un peu. Maintenant, il a décollé du sol, ça y est, à la 2e prise. Il est à 10 mètres au-dessus du sol et donc il est en remontée lente, en reculant du site pour, au cas où il y a un pépin, pour ne pas retomber sur les jarres qui sont à proximité ou sur le reste du site. Donc c'est bien parti, c'est vachement bien parti.
canon est enfin là, à portée de main. Les hommes du Jason s'apprêtent à le recevoir sur le pont. Quand soudain, il disparaît sous la surface. Avec la houle, la pince a lâché prise en percutant l'arrière du remorqueur. Et bah là, d'après ce que j'ai entendu, il est retombé. Il est retombé? Je sais pas, soit il a tapé l'arrière du bateau et il était trop à l'aplomb et ça a déséquilibré la pince. Soit j'ai vu une pince vide remonter, mais elle me semblait différente, donc soit la pince a cassé, ou c'est juste... Mais peut-être que c'est juste le fait d'avoir tapé trop près du bateau, ou je sais pas. C'est l'aventure qui se termine, c'était vraiment une belle aventure qui a passé très vite. On est tous aussi très fatigués. Et je crois que ce qu'il faut en retenir, c'est une belle aventure scientifique, technologique et humaine, puisque du coup on avait les trois réunis, avec beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de partenaires. Ce qu'on voit, c'est que progressivement ça monte en puissance, puisqu'on commence à mieux se comprendre, à mieux travailler ensemble. Après, voilà, le site il résiste un peu, c'est un site profond, compliqué, on le savait, il y avait beaucoup d'enjeux, des défis technologiques aussi qui étaient en jeu. Là, le canon, voilà, il résiste. En même temps, on n'a pas pu travailler autour autant qu'on voulait, il y avait des choses qui partent. On restera patient et on le découvrira à une autre occasion. Vaut mieux le découvrir dans de bonnes conditions que le remonter abîmé ou dans de mauvaises conditions. Après 5 jours d'exploration sous-marine, l'opération Lune s'achève. Le fait de ne pas réussir n'est pas nécessairement un échec, non. Pour moi, c'en est pas un. Et puis finalement, qu'un canon se refuse, c'est pas son rôle, non. Au départ, un canon, c'est fait pour se défendre, c'est pas pour se donner si facilement. Malgré l'échec de la remontée du canon, Michel Lourd a réussi son pari. Celui de faire travailler ensemble des archéologues sous-marins, des experts militaires et les ingénieurs en technologie 3D. Après des jours et des nuits de travail et de tâtonnement, la récolte sous-marine est finalement à la hauteur de leurs espoirs. Les hommes et les femmes de l'opération Lune ont l'impression d'avoir fait le voyage sur une planète lointaine. Cette aventure ne fait que commencer, car le site de la Lune recèle encore bien des secrets quant à l'univers maritime du XVIIe siècle. 2 ans de fouilles archéologiques seront donc nécessaires pour Michel Lourd et ses équipes afin qu'ils puissent récupérer des canons, des armes, de la vaisselle ou les effets personnels de l'équipage. 2 ans pour mieux comprendre une page du règne de Louis XIV tombée dans l'oubli. Le temps est désormais compté, car la Lune est menacée. La mer fait peu à peu disparaître les derniers indices du naufrage et les pilleurs d'épaves ne sont jamais très loin.